Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur Planète 360. Confinement oblige. Notre invité aujourd'hui en direct de chez lui, Pierre Jovanovic. Bonjour. On va faire le point ensemble sur les derniers événements de l'actualité politique et économique. Alors tout d'abord, vous allez nous raconter une petite histoire. Vous rencontrez actuellement des problèmes sur les réseaux sociaux. Oh, bah, vous savez, là, j'ai la censure de l'État qui me tombe dessus. Alors, Facebook, c'est tous les matins maintenant, quasiment. Hein. Puis ils vont chercher des articles datant de 2012, 2015, 2018, 2019. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi pour m'interdire, pour m'empêcher de prendre la parole sur Facebook Live, quoi. C'est hallucinant. Tous les matins, j'ai droit à mon avertissement. Vous êtes suspendu pendant 60 jours, je sais pas quoi. C'est incroyable. Facebook est devenu une putasserie. Franchement, j'encourage. Moi, je ne peux pas quitter Facebook, ma page perso, etc., parce qu'il y a 40 000 ou 50 000 personnes maintenant entre les abonnés, etc. Je peux difficilement, comme ça, partir en disant allez vous faire voir. C'est pas gentil vis-à-vis de toutes les personnes qui me suivent déjà. Mais clairement, il y a un problème avec Facebook. C'est devenu la censure absolue, c'est devenu la censure de l'Élysée. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui est sorti hier, alors en douce. Alors, je l'ai vu, je ne sais plus où, je crois que dans le Figaro, ou peu importe. Ils ont mis en place, si vous voulez, un espion un système d'intelligence artificielle qui espionne toutes les news que vous allez voir et qui va signaler à qui, hein, la question est légitime, qui va signaler toutes les fake news que vous allez observer. Voilà. Non mais attends, là c'est Big Brother, quoi. Là on y est, c'est extraordinaire. George Orwell, c'est vraiment, il a tout vu d'avance, quoi. Voilà, moi franchement j'encourage tous nos amis, tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas même à provoquer Facebook, c'est-à-dire à mettre toutes les fausses news possibles et imaginables que vous avez, juste pour noyer leur système d'intelligence artificielle. C'est ce qu'il faut faire, hein, véritablement. Non, mais sérieusement, il y a un problème dans ce pays avec Facebook. Hein, Zuckerberg est reçu à l'Élysée tous les 3 mois ou 4 mois. Là, il faut abuser. Le PDG de Facebook est un ami personnel de Macron. Hein, ils sont tous les deux énarques. Non mais attends, je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si les renseignements généraux décidaient de prendre la liste des abonnés et de tous ceux qui lisent le journal de Figaro, Libération, ça va plus là, je veux dire, c'est un abus total de nos libertés les plus élémentaires, véritablement. Hein, voilà où on est Facebook aujourd'hui. C'est une poubelle, c'est une véritable poubelle. Indépendamment du fait, si vous voulez, que les gens qui m'envoient des infos, dans 90%, si vous voulez, vous savez, c'est comme toutes les mêmes cartes postales que vous recevez la nouvelle année, quoi. Ça tourne en rond et c'est toutes les mêmes. Pour revenir alors sur Twitter, par exemple, là c'était vraiment drôle parce que Sibeth Ndiaye, avec laquelle j'ai eu des échanges, enfin pas des échanges, mais je lui ai envoyé des dessins humoristiques qui valaient leur pesant d'or, c'est le cas de le dire. Donc a porté plainte auprès de Twitter France à mon propos. Et c'était hier matin, donc j'ouvre mon Twitter et je vois votre compte est suspendu, incitation au meurtre. C'est quoi le délire là, incitation au meurtre? Faut arrêter les conneries, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Et donc je vois donc le dessin que j'avais tweeté à l'intention de Sibeth Ndiaye, et le texte que j'avais mis, c'est plus idiote tu meurs. C'était ça l'incitation au meurtre, vous voyez. C'était alors les gens de Twitter France ont eu beaucoup d'humour, si vous voulez, parce que ils m'ont, je veux dire, pour une incitation au meurtre, ils m'ont suspendu juste 12 heures, qu'ils ont levé d'ailleurs au bout de 2 heures, parce qu'ils ont vraiment dû bien se marrer. Voilà. Donc ça vous montre bien la différence d'approche entre Twitter France et Facebook. Et d'ailleurs, je signale, sur Twitter, j'ai eu un échange extrêmement intéressant, puisque j'avais tweeté ma censure sur Facebook. Et je crois qu'il y a un ou deux lecteurs qui m'ont envoyé des trucs carrément. Je dis, mais regardez, là, vous avez des liens de trucs de mômes, de prostitution de mômes, etc., qui sont sur Facebook. Voilà. Et ça, Facebook ne les censure pas.
Voilà. Alors, Facebook France, vous êtes vraiment une belle bande d'enfoirés, de traîtres, de collabos, dignes de 1942. Voilà. Mais bon, on n'est pas étonné. En ce moment, tout est possible dans cette période on ne peut plus confuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, voilà. En préparant l'entretien, je me suis rappelé d'une vidéo qu'on a fait ensemble et on va justement écouter un extrait. Et en ce moment, vous avez la même chose, 20% de chômage en France. Alors, vous avez vu toutes les hausses là, du 1er janvier? Alors maintenant, on peut commencer à voir ce qui va se passer avec Macron. Dans une interview précédente, je vous avais dit, Macron va détruire la France. Mais il est en train de détruire les Français, hein, tout simplement. Hein, il va vider leurs poches. Vous l'aviez prédit, nous y sommes. Ma question, elle est simple, Pierre. Comment voyez-vous la suite des événements? À la fin du confinement, peut-on s'attendre à une véritable boucherie politique contre le gouvernement et Macron, vu l'extrême tension qui s'installe dans le pays depuis le début du confinement? Écoutez, à votre avis, pourquoi ils ont maintenu, si vous voulez, le confinement et pourquoi ils risquent de le poursuivre? C'est justement pour éviter, si vous voulez, toutes les manifestations possibles et imaginables, parce que à partir du moment où le confinement prend fin, déjà, ils avaient commencé, rappelez-vous, à interdire les réunions de plus de 200 personnes, mais en même temps, le match de foot a pu se tenir. Donc, cette histoire ils font feu de tout bois, si je peux dire, c'est que pour empêcher le pays de se révolter, ils les empêchent de se réunir dans des manifestations, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je sais pas trop, si vous voulez, les Français sont dans une colère, mais en même temps, si vous voulez, vous avez une chape de plomb qui est tombée sur le pays, c'est-à-dire interdiction de se réunir, interdiction quasiment de se parler, puisque nous sommes obligés de maintenir 1 mètre, voire 2 mètres entre nous. Voilà, donc et je pense qu'ils vont profiter de ça pour continuer justement avec comment dire, la menace, hein, de la pandémie, de la reprise de la pandémie, etc. C'est comme ça qu'il va finir son mandat, hein, c'est comme ça que je le sens. Et très sincèrement, je ne sais pas, mais France Insoumise, à part Quatrenin, là, c'est le seul qui fait aujourd'hui des tweets vraiment très intéressants. Mais tous les autres, franchement, ils sont à la ramasse, quoi. Ils sont tous à la ramasse. D'ailleurs, je fais un appel à nos lecteurs, à nos spectateurs. Je fais un appel à témoins parce qu'on cherche Nicolas Sarkozy et François Hollande. On ne sait pas où est François Hollande. François Hollande, c'est celui qui a détruit le plus de lits d'hôpitaux, hein, je le rappelle, hein, avec ses ministres. Là. Et c'est curieux parce que dans cette période quand même, parce qu'on nous parle d'union nationale, Nicolas Sarkozy a disparu et François Hollande a disparu. Pas de nouvelles, hein, j'en ai déjà parlé, mais il y a j'ai eu beaucoup de remontées là-dessus de lecteurs sur Twitter, etc., sur les mails. C'est vrai que là, c'est plus que suspect. Hein. C'est définitivement plus que suspect, cette affaire. Je sais pas où ils vont... où ils sont partis. Je pense que notre ami Sarkozy doit être en Italie, dans la propriété italienne de Madame de Carla Bruni, au bord de l'Adriatique ou de la mer Méditerranée, tranquille, en train de buller. Voilà. Pendant que tous les Français sont confinés, sont condamnés à la prison ferme, on va dire, à la résidence surveillée, comme vous savez, comme au Chili ou comme en Grèce, c'est du temps des colonels, quoi. Hein, je vous ai parlé de dictature, rappelez-vous. Je vous ai parlé de fausse monnaie, que la fausse monnaie amène la dictature. Que le vouliez ou non, en valeur absolue, on y est dans la dictature. Hein, on y est. Voilà. Et je ne vois, franchement, aujourd'hui, les partis politiques sont à la ramasse. Sincèrement, de tout ce que je vois avec mes lecteurs et de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un parti politique qui se bouge. Il y a que la France Insoumise qui sort grâce à Adrien j'arrive jamais à prononcer 4 ou 4 sens à prononcer son nom, qu'on me pardonne. Voilà, il n'y a que France Insoumise qui se bouge. Les autres non, c'est fini. C'est encéphalogramme plat, hein, on va dire ça comme ça.
Alors, il semblait difficile de tomber plus bas avec la présidence Hollande. Là, on a atteint un niveau de stupidité qui dépasse l'entendement. Entre la porte-parole du gouvernement qui enchaîne boulette sur boulette, Olivier Véran qui relaie une fake news de la presse française, Macron qui se met en scène devant les caméras pour jouer les super-héros, Pierre, j'ai rarement vu dans ma vie une gestion aussi catastrophique. Je pensais que vous pas. Oui, parce que je dis, vous avez. Ben non, personne, hein, aucun Français. Là, pour le coup, pourtant, on a vu des gouvernements à la ramasse, notamment avec François Hollande. Mais là, je dois avouer qu'ils ont battu tous les records. Ça, c'est clair que. Au-dessus, hein, au-dessus, c'est même pas le Soleil, c'est la planète Mars, quoi. C'est clair que là, on a affaire à des Martiens. C'est des extraterrestres, je sais pas d'où ils viennent, mais c'est absolument stupéfiant. Je pense que la martienne la plus fabuleuse, mais elle est à l'image, si vous voulez, de ce gouvernement. C'est Sibeth Ndiaye à nouveau. Déjà, quand j'ai tweeté plus XXX, hein, dans le genre plus comme tu meurs, avec le dessin où elle ne sait pas mettre son masque, là, et qu'elle a interprété ça comme un appel au meurtre, déjà, ça vous montre le niveau intellectuel de la pauvre fille, quoi. C'est vraiment là. C'est un gouvernement de. Sa bêtise. N'oubliez pas, elle est le porte-parole du gouvernement, donc elle est le symbole de ce gouvernement. Et franchement, je plains le Premier ministre Édouard Philippe, hein, parce que avoir un clown pareil qui sort de chez Bourguignon, c'est quand même assez extraordinaire, quoi. Enfin bon, passons. Mais c'est vrai que on n'a jamais vu ça. Mais le plus grave dans tout ça, si vous voulez, qu'ils sont des criminels. Ils sont devenus c'est des clowns criminels. Le fait de nous interdire de ne pas acheter de masques, surtout de nous d'interdire aux Français de porter des masques. J'ai discuté encore des pharmaciens, puis comme vous tous, on passe devant les pharmacies, puis il y a bien, vous avez vu les affiches, nous avons interdiction de vendre des masques, et malgré ça, les pharmaciens se font insulter par des gens des vieux en général, qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas fait attention, vous n'avez pas de masque, mais pourquoi vous n'avez pas de masque, etc. Et ils n'ont pas le droit de les vendre, ils en ont. Hein, vous avez tous les visiteurs de pharmacie qui leur proposent tiens, on a des masques, etc. Vous en voulez, on vous en donne si vous achetez tant, machin, etc. Non, c'est incroyable. Ce gouvernement veut continuer, à cause de cette politique, justement. Il veut continuer le confinement un maximum. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, profiter, si vous voulez, de cette distanciation sociale, j'adore, pour empêcher les gens de se réunir et de faire grève contre ce gouvernement. Hein, parce que c'est surtout ça qu'ils craignent maintenant. Vous savez, à un moment donné, la poussière finit toujours par retomber. Et à ce moment-là, il y a des morts. Hein. Rappelez-vous la Révolution française. Hein. Jamais la guillotine n'a aussi bien fonctionné qu'après la Révolution française. C'était pas juste après. Hein. C'était genre 2 ans ou 3 ans après. Et quelqu'un me disait, je sais plus qui me disait, je crois que c'est un de mes amis qui me disait justement, peut-être que les Français ne se révolteront pas tout de suite, mais c'est une fois qu'ils se sont remis, qu'ils ont repris un peu de force, un peu de courage, et que effectivement, parce que là, le nombre de commerces qui vont tomber, 40% des commerces des PME vont tomber. Voilà. Hier, j'ai écouté le directeur de la Société Générale qui s'exprimait sur BFM-BC. Il expliquait froidement. Les entreprises en difficulté, non, c'est fait, non, on s'en occupera pas, qu'elles crèvent, voilà, qu'elles se démerdent avec l'État. Donc, elles ne traitent qu'avec les sociétés en bonne santé. Autrement dit, on ne prête de parapluie que s'il fait beau. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, vous avez de la trésorerie, vous dégagez des bénéfices, bon, alors on va vous prêter pour redémarrer. Mais si vous êtes pris à la gorge, on vous bip, hein, voilà. C'est triste. Et ce qui est dommage avec Bruno Le Maire, c'est qu'il aurait pu vraiment taper sur la table, forcer ses banquiers, à sauver les Français, mais pas du tout. Il est pris en otage. N'oubliez pas, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit ou à quelqu'un d'autre dans une autre interview il y a 2 ans de ça. Il faut que vous compreniez que le gouvernement est entre les mains des banques. Et je m'explique. 50% des Français, des ménages, sont à découvert, on va dire, à partir du 15 du mois ou du 16 du mois. Et quasiment là, on va dire vers le 20 du mois.
D'accord. Si les banquiers, les banquiers disent au gouvernement, bon écoutez, vous nous emmerdez, hein, vos lois ce que vous nous demandez ne nous intéresse pas, et si vous nous faites chier, on interdit de checker tous les gens qui sont à découvert au 15 du mois. Voilà, terminé, ils n'auront plus de chèques, etc. Et c'est encore plus de gilets jaunes ou de gilets noirs à venir. Voilà comment ils tiennent le gouvernement. C'est très important. Les banques ne pourraient pas avoir un tel levier sur le gouvernement si les Français n'étaient pas tous, enfin du moins une grande majorité, malheureusement, surtout chez ceux qui gagnent le SMIC ou un peu plus, ou qui ont 2 enfants ou 3 enfants, s'ils n'étaient pas à découvert dès le 15 du mois ou le 20 du mois. Et je vous rappelle que pour beaucoup, hein, le gilet jaune, c'est que les mecs étaient à découvert au 10 du mois. Hein, je crois qu'on en a parlé ensemble il y a 3 ou 4 ans même de ça. Voilà. Donc vous comprenez bien, c'est pour ça que plusieurs de nos spectateurs ont fait remarquer aujourd'hui que Monsieur Bruno Le Maire disait oui, j'exige ceci, cela du gouvernement. Et puis quand il s'adresse aux banques, je demande aux banques de bien vouloir éventuellement fermer la porte derrière moi sans faire de bruit. Excusez-moi de vous déranger. Voilà, c'est un peu l'idée. Vous comprenez? Les banques sont en position de force. Les banques vont massacrer toutes les entreprises parce qu'elles n'ont pas envie de s'emmerder à prêter à des... elles s'en foutent. Elles s'en foutent complètement. Puis c'est de la paperasserie en plus pour elles. Je l'ai écrit maintes fois sur la revue de presse récemment. Et on l'a vu en Angleterre d'ailleurs. On l'a vu en Angleterre. Vous savez ce que font les banques en Angleterre? Vous l'avez également sur quotidien.com. Alors, ceux qui sont à découvert, là je parle des particuliers, ceux qui sont à découvert, qui dépassent du moins leur autorisation de découvert, hein, pour les chèques, etc., 40% d'intérêt. J'ai dit bien 4, 0, hein, 40% d'intérêt. Je rappelle qu'on est au taux négatif, hein, donc ça vous montre bien l'escroquerie de ces banques. Je pense notamment à la banque Lloyds, en particulier et la Royal Bank of Scotland, qui sont les 2 banques qui ont fait faillite, qui ont été sauvées par des écritures, des truandages de bilan, etc. en 2009. Mais bon, et donc c'est la même chose pour les banques françaises. Et regardez, aux États-Unis, malheureusement, les entreprises ne voient pas... Tiens, il y a un autre article, c'est très intéressant. Ça vous montre à quel point les banques tiennent le pouvoir. Il y a un journaliste américain qui a calculé qu'avec les 6 trilliards d'argent donc, qui est débloqué pour sauver l'économie américaine de la crise, cela correspond à 40 000 $ par tête d'habitant, hein, du bébé jusqu'au vieillard. Et donc, en fait, les habitants ne reçoivent que 1 200 $. Et donc, ils poseraient justement la question, où sont passés les 38 000 autres? Les 38 000 autres $, ben, ils sont partis dans les multinationales, les machins, etc. Et c'est ce que vous allez voir aussi avec ce gouvernement-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements sont pris en otage, hein, disons-le franchement. Et là, vous le voyez objectivement. Moi, franchement, je plains le fleuriste, je plains le coiffeur, je plains celui qui organise des dîners, etc. Pour les mariages. Enfin bon, toutes les petites entreprises, mais elles vont crever la gueule ouverte. Et les banques vont les ramasser, quoi. Vont les ramasser, c'est-à-dire que ça va être vendu à je sais pas qui. Et des entreprises florissantes seront rachetées par des Américains, par des Allemands, qui ont mieux géré la crise avec nous. Les Américains qui ont la planche à billets et les Allemands qui, eux, sont plus riches que jamais, quoi. Voilà ce que cette crise. Cette crise, elle a un côté apocalyptique. Quand je dis apocalyptique, c'est une révélation, si vous voulez. C'est une révélation d'un état dont nous, vous et moi, on a parlé à nos spectateurs depuis des années grâce à nos interviews. Mais là, vous voyez l'étendue du désastre. Il n'y a plus rien. Vous savez, une fois que la mer s'est retirée, vous voyez tous les mecs qui nageaient à poil. Hein, voilà. Dans sa dernière allocution, Emmanuel Macron, nous retrouverons des jours heureux. Là, il est complètement à côté de la plaque. Nous retrouverons des jours heureux, ça me fait penser... ça me fait penser à une chanson d'Yves Montand, vous savez, il faudrait que je vous donne le lien. Les Roses de Picardie, hein, c'est un peu les Roses de Picardie. On faisait du vélo ensemble, c'était les jours heureux.
c'est vraiment, mais il est fou allié, quoi. Mais il s'adresse aux personnes âgées. Hein. Il s'adresse aux personnes âgées, il s'adresse à tous ceux parce que son électorat, c'est les 70 ans et plus. Voilà, c'est tout. Mais il est mort. Macron, techniquement, est mort. Je l'ai dit dans une autre interview. Maintenant, il faut il va devoir sauver Marine Le Pen et le Rassemblement populaire, là, ou je sais pas comment il s'appelle, pour qu'il la retrouve face à lui, quoi. Ça va être vraiment intéressant à observer. Je vous assure, c'est triste. Il n'y a rien. Le système politique français a été nettoyé. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Mais franchement, le seul éventuellement au Rassemblement national, si vous voulez, qui pourrait là, pour le coup, qui mériterait, si vous voulez, de sortir, c'est Louis Alliot. Et au niveau de la France insoumise, à nouveau, c'est Adrien Quatrecinq, là, je sais pas comment il s'appelle, qui, je trouve qu'il est extrêmement... il fait des tweets, mais d'une pertinence absolument remarquable. Et d'ailleurs, très souvent, il parle de problèmes monétaires et bancaires que nous abordons depuis des années. Donc voilà. Mais tous les autres, les européistes, là, toutes les putes de service, les républicains, etc., qui avec Sarkozy, les socialistes avec Hollande, qui ont supprimé tous les lits d'hôpitaux, ils sont où les socialistes là? Je suis même étonné que Gérard Filoche n'ait pas pris sa carte chez Mélenchon ou au Rassemblement National, parce que je comprends même pas ce qu'il faut encore au Parti Socialiste, quoi. C'est un... vous voyez, c'est un garçon que je suis beaucoup sur Twitter. D'ailleurs, j'invite nos spectateurs à venir à me suivre sur Twitter, parce que maintenant, véritablement, c'est là où ça se passe. Hein. C'est clair. Il y a eu une bascule il y a à peu près, je sais pas, il y a 6 mois à peu près, où les politiques, si vous voulez, ont oublié, sont passés de Facebook et ils sont venus sur Twitter, et là c'est fou, et il n'y a pas de filtre, c'est ça qui est génial, il n'y a pas de directeur de la com ou machin, etc., ou du moins il y en a beaucoup moins qu'ailleurs. Je ne sais pas, la France est à genoux aujourd'hui, elle est par terre, comment elle va se relever? Vous savez, là c'est simple, hein, il faut un homme providentiel, hein. Il faut une dictature. Quand je parle de dictature, c'est pas une tyrannie, hein, parce qu'on est déjà en dictature. Hein. Rappelez-vous, vous êtes obligé de signer un papier quand vous sortez, hein, les mecs. Hein, donc, une dictature, même la dictature des Grecs avec les colonels n'était pas obligé de remplir des papiers pour sortir dans la rue. Hein. Je le rappelle. Hein. Voilà. Faut vraiment comprendre ça. La France est par terre. Macron l'a détruit avec Agnès Buzyn, et surtout par le fait qu'ils ne veulent pas qu'on ait de masques. Je vous enjoins, je vous supplie de réfléchir à ça. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on ait de masques? Vous prenez sur Internet, vous commandez des masques en Chine, vous les avez, ou même ailleurs, sur eBay. Vous en avez plein. Vous les avez, vous les recevez, la poste fonctionne. Mais non, je veux dire, tout notre système industriel aurait pu être mis en branle dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, pour fabriquer des masques ou du gel, etc. Comme on l'avait fait Enfin bon, je vous dis, le fait que Macron et son gouvernement de criminels ne veuillent pas qu'on ait des masques, ils nous disent on va recevoir les masques fin juin. Non mais ça va, le mec, l'avion est en train de descendre, il est en flammes, et le mec il t'explique qu'on va recevoir les parachutes 3 mois après que l'avion se soit craché au sol, quoi. C'est génial. Non mais vous voyez un peu l'intelligence de ce gouvernement, ils sont... Mais il faudrait leur claquer la tête, quoi. Il faudrait les mettre en tôle, littéralement. Je plaisante pas. Il faudrait les mettre en tôle. Quand vous avez le Macron qui vous explique qu'on va réouvrir les écoles, alors qu'on n'a pas les masques, alors qu'on n'a rien, et qu'en même temps les restaurants sont fermés parce que donc on va mettre 30 mômes ensemble dans une école, et on pourra pas mettre 20 personnes dans un café ou en terrasse d'un café, mais où il va? Mais ces mecs-là, vous savez, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Donc, ils ne peuvent pas penser aux gens qui ont des enfants. Ils agissent, si vous voulez, ils réfléchissent comme des célibataires. Et c'est ça qui est triste. Vous savez, c'est ce qu'on appelait dans les années 80-90. Il y a un très bon livre que je vous recommande. C'est Le bûcher des vanités de Tom Wolfe.
Je ne sais pas si vous connaissez. Tom Wolfe est un très très grand écrivain américain. Il a écrit Le bûcher des vanités. Il a décrit les New-Yorkaises, vous savez, les très riches New-Yorkaises, les femmes des traders et des banquiers, comme les tartes au citron, parce qu'elles sont tellement tirées au sens chirurgie esthétique qu'elles ne peuvent même plus sourire. Ou rire parce que sinon elle s'arrache la gueule quoi. Et donc il a écrit l'histoire d'un trader et il vous montre bien, si vous voulez, qu'il y a une il y a une division de la société, et il a décrit, si vous voulez, c'est toutes ces familles qui n'ont pas d'enfants, c'est-à-dire c'est two incomes, c'est-à-dire 2 salaires, and no kids, c'est-à-dire 2 salaires, no kids, c'est-à-dire les mecs, c'est les rois du pétrole, ils ne transmettent rien. Voilà, c'est-à-dire qu'ils prennent tout, mais ils ne transmettent rien aux générations suivantes. Et si vous observez ça, là je le fais par rapport à Tom Wolfe au bûcher des vanités. Tom Wolfe n'a pas fait cette réflexion, c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire que si vous prenez les milliardaires, tous les milliardaires américains de Wall Street, Dieu seul sait, il y en a un paquet, ou de la Silicon Valley, etc. Et si vous les comparez aux milliardaires des années, je sais pas moi, du 15e siècle ou du 16e siècle, écoutez, les milliardaires italiens nous ont laissé Florence, ils nous ont laissé Venise, ils nous ont laissé Milan, Vérone, etc. Là, on a le Paris du 19e siècle, etc. On a Haussmann. Voilà. Mais aujourd'hui, on a tous ces milliardaires, ils sont assis sur leur tas d'or. Et c'est même pas des banques centrales, ils ne transmettent rien. Ils passent leur temps, si vous voulez, à juste à compter leurs sous. C'est absolument triste. Ils ne transmettent rien. Et en fait, la génération Macron et tous ceux qui sont avec lui à l'Élysée, et d'ailleurs, je crois que c'est même la majorité des chefs d'État européens, ils n'ont pas d'enfants. Alors c'est formidable. Vous n'avez pas d'enfant, mais vous dirigez un pays. Il y a qu'un crétin qui n'a pas d'enfant qui peut sortir une connerie pareille en disant les enfants vont retourner à l'école sans qu'ils soient testés, sans masque, sans rien, et en leur disant surtout de maintenir une distance sociale. Moi, il faut vous dire, j'ai 2 enfants. La distance sociale entre les mômes qui se mettent des baffes quand ils jouent ensemble, c'est même pas envisageable. C'est même pas envisageable. C'est vraiment, ça vous montre le niveau de bêtise, de crétinerie de ce gouvernement de taré. C'est pour ça que j'ai appelé si bête, en taré, en débile, en taré. Voilà, c'est à l'africaine. Voilà. N'Golo. Voilà, voilà. Elle est à l'image de ce gouvernement d'arrogance, son arrogance à Sibeth Ndiaye, cette espèce d'arrogance africaine de parvenu. Vous voyez, ça me rappelle, si vous voulez, un passage d'un livre de Gérard de Villiers, SAS, ça s'appelle, je crois que c'est Cyclone à l'ONU, où il parle de l'ambassadeur du Lesotho. Alors, c'est un pays africain, au fin fond de l'Afrique, voilà. Et donc il est ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire à l'ONU. Vous voyez, donc le mec, le mec il en peut plus, quoi. Je suis ambassadeur plénipotentiaire. Le mec il oublie que son pays c'est une chière de mouche et que les mecs sont encore au Moyen-Âge, quoi. Mais bon, c'est un peu Sibeth Ndiaye, voilà. Et c'est à l'image, si vous voulez, de Macron. Le mec il est là, je suis président de la République, mais le mec il voit même pas que le pays est par terre. Il a mis le pays par terre. Il a vendu tout ce qu'il y avait à vendre, et je pense qu'il va encore s'enrichir un petit peu, parce que Alstom, le scandale Alstom, Mediapart et d'autres journaux ont fait suffisamment de révélations là-dessus. Je vous dis, ma colère est terrible. Mais je ne suis pas tout seul. Je le vois bien, si vous voulez, avec les lecteurs, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, et surtout sur tous les mails que je reçois. Puis je discute, vous savez, moi je sors quand même, je discute avec les gens, mais les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi on ne donne pas des masques aux gens. Pourquoi on ne les autorise pas à fabriquer? Déjà, le fait de fabriquer vous-même un masque, déjà, vous stoppez à 80-90%, si vous voulez, tout ça. Il faut arrêter les conneries, quoi. Non, ils veulent que ça dure le plus longtemps possible de manière... parce que là, vous contrôlez la colère du peuple. Voilà la véritable raison. Ce sont des ordures. Voilà. Pardonnez-moi, je me suis un peu emporté, là. Alors, du côté des États-Unis, le chômage poursuit son envolée. Les chiffres sont terrifiants. 11 nouvelles personnes au chômage toutes les secondes dans le pays.
Plus de 16,5 millions de nouveaux chômeurs aux États-Unis en à peine 3 semaines. Donald Trump sort le chéquier, $1 200 pour chaque Américain. Plus aucune limite. Où cela va nous conduire si on distribue de l'argent comme ça? Écoutez, là, franchement, vous êtes dans mon sujet. Hein. Vous savez très bien que j'ai publié main livre là-dessus. Écoutez, j'ai publié Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets. Qu'est-ce que vous avez ici? La planche à billets tout ça va mal se terminer. Là, on est dans la situation allemande des années 20, quoi, 20-30. Là. On est bien parti pour. C'est triste, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aux États-Unis, ça peut vraiment dégénérer. Hein. Ça peut vraiment dégénérer. Ils sont tous armés comme jusqu'aux dents. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a eu des manifestations hier. Je crois que c'était au Michigan, parce que les gens ne supportent plus l'enfermement. Ils demandent à ouvrir, parce que les mecs, ils sont dans les fermes. Vous avez les fermes qui sont éloignées de 2 km l'une de l'autre. Les mecs, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Non, mais attendez, c'est comme en France. Hein. Je veux dire, vous avez quand même, la France, c'est pas Paris, hein, ni Lyon. La plupart des Français, je veux dire, ils sont à la campagne, mais ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Et on nous prend pour des crétins. Voilà, donc ils ont profité, si vous voulez, de cette occasion, si vous voulez, pour limiter, pour tester jusqu'où le peuple va accepter sa soumission. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, permettez-moi de vous faire une réflexion. Parce que j'ai fait une signature au fin avril, je crois, à Sarreguemines, d'accord, avec Anne-Marie Bruyant. Donc Sarreguemines, si vous voulez, c'est quand même la région là où déjà il y avait un foyer, vous savez, dans une église évangélique, etc. Donc on n'était pas très loin. Et Anne-Marie Bruyant et moi-même, on s'est dit que dans la librairie, je veux dire, avec cette histoire de coronavirus, le fait parce que déjà il fallait faire les distances sociales, blabla, etc. On s'est dit, il y aura peut-être 5 lecteurs qui vont venir à la séance de dédicace. Bon, ce qui est, à la limite, on comprend. Hein. Et nous, on a été totalement surpris parce qu'il y a eu 150 personnes qui ont complètement défié le truc, etc. Et donc, je me suis dit, après la signature, comme la chose était montée en mayonnaise par les médias, on dit oh là là, le virus il va démolir tout le monde, etc. On s'est dit mais on est bon là, hein. On a serré la main à 150 personnes. Moi j'ai embrassé je sais pas combien de lectrices. Je suis bon. Hein, et vous voyez rien. En revanche, j'ai reçu une lettre d'un lecteur qui était là à la signature de et je le salue, et il se reconnaîtra, qui lui déjà était venu. Qui manifestement était atteint du Covid et qui a été extrêmement malade 2 jours après notre rencontre à la signature, ou 3 jours après, et c'est le seul. C'est le seul. Donc il y a quelque chose qu'on ne sait pas, si vous voulez, de ce virus, parce qu'en toute logique, Anne-Marie Bruyant et moi-même, on aurait dû l'attraper. Or, on n'a rien, on n'a eu aucun signe, rien du tout, et aucun de nos lecteurs, parce que bien entendu, ils m'auraient écrit par mail en me disant, vous savez, on a été à votre signature, on a chopé le Covid, etc. Non, c'est le seul lecteur là qui a eu la gentillesse de m'écrire, et d'ailleurs, il s'en est très bien sorti. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'autre à l'œuvre. Et la propagation, on ne sait pas trop en fait comment ça fonctionne. Ce que je veux vous dire par là, si vous voulez, c'est que normalement, on aurait dû, si on écoute les médias, on aurait tous dû être contaminés ce jour-là, y compris le libraire, toutes les libraires qui étaient là, et ainsi de suite. Or, rien. Donc, il y a quelque chose d'autre à l'œuvre, et j'aimerais sincèrement en savoir plus. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y a 2 choses me chagrinent dans cette affaire. C'est que, Bill Gates parle a déjà décrit à peu près dans un journal, il parlait déjà de pandémie en disant oui, il y aura un virus qui va s'attaquer aux branches. Qu'on m'explique exactement comment Bill Gates est au courant de ça et comment il sait qu'un virus va frapper aux branches et pas ailleurs. Hein, voilà. Pourquoi Jacques Attali parle de pandémie depuis des années. En fait, tous ces gens-là sont parfaitement informés. Et je rappelle que le laboratoire qui est là-bas est fabriqué par les Français
hein. C'est le mari de Madame Buzyn, hein. Donc tout ça, c'est un tout petit monde. Il y a quelque chose qui pue dans cette affaire. Il y a quelque chose vraiment il y a quelque chose qui colle pas. Voilà. Et vous avez vu le professeur Montagnier qui a déclaré aujourd'hui ce virus est de fabrication humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas un virus naturel. Voilà. Donc vous mettez là-dessus le père Gates qui finance l'Organisation mondiale de la santé. Et je vous rappelle que l'OMS a tout fait pour minimiser l'importance de ce virus en disant non, non, c'est pas grave, c'est juste une grippe, hein, je vous rappelle, hein, c'était au début, pas besoin de porter de masque, hein, et ainsi de suite. L'OMS, je ne sais pas si vous réalisez. Donc il y a une volonté, si vous voulez, de destruction du peuple. Et enfin bon, il y a quelque chose, si on commence à mettre tout ça ensemble, on commence à voir un autre tableau, hein, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont sortir entre-temps, je pense. Hein, en tout cas, la déclaration du professeur Montagnier comme quoi c'est un virus qui a été fabriqué à la main, comme on dit, à la mano, oui, on y est. Hein. Au début, hein, il y a encore 15 jours, j'étais un conspirationniste, et puis maintenant, voilà, on l'est plus. Donc vous voyez, les choses changent. Hein, mais je ne pense pas que le Figaro ou tous les autres imbéciles de la presse soumise, les caniches de Macron, vont effectivement en parler. Enfin, ils seront obligés quand même, hein, parce que si le père Montagnier en parle, là, ça va être difficile. Vous voyez comment ils ont roulé le professeur Raoult dans la BIP. Hein, voilà. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que les actionnaires de BFM-VC sont exactement enfin, Altis, sont quasiment les mêmes que ceux du laboratoire qui devait sortir un vaccin à 300 €, je ne sais pas combien, qui s'appelle Gilead. Voilà. Donc, il y a quelque chose là, hein. Il y a des choses à creuser là. Il y a des choses très très intéressantes du point de vue journalistique, je vous le dis. Je regrette que ce ne soit pas mais déjà à l'époque, je me souviens, j'avais téléphoné en direct. J'avais eu un ingénieur de Baxter, hein, et le mec il s'est enfui, il est parti en courant. Écoutez, moi c'est simple, chaque fois que les banques sont en train de tomber, on est une pandémie. Hein, celle-là elle tombe très bien, je l'ai déjà dit, mais je maintiens mon affirmation, c'est pas arrivé par hasard, je vous l'assure. Croissance en chute libre, dette qui explose, une facture déjà très lourde pour la France et le reste du monde. Comment va-t-on pouvoir se relever? Ça va être extrêmement compliqué. Là, ça va être très très compliqué. D'abord, on ne se relèvera pas, déjà. Hein, il faut arrêter faut arrêter. Quand j'observe Bruno Le Maire et les autres ministres en disant oui, on va se relever, rien du tout. Eux, c'est des fonctionnaires. Quoi qu'ils fassent, toutes les conneries qu'ils fassent des conneries ou pas, et de toute façon, ils seront payés à vie. Hein, voilà. En revanche, tous ceux qui sont dans le secteur, dans le secteur privé, eh bien là, c'est une autre histoire. C'est véritablement une autre histoire. Tiens, on a de la visite. Miaou. Oui. Non, c'est vous qui devez attirer le chat. Il y a un truc, hein. Chaque fois. Non, mais. Hein, Planète 360, je sais pas, elle doit aimer, ça devait lui parler, la Planète 3. J'ai peur qu'elle grimpe au rideau, là, parce qu'elle m'a déjà fait. Je vous rappelle pas comment elle me flinguait les stores. C'est la grande spécialité des chats, vous savez, c'est comme les sapins de Noël, oui. Oula. Attention. Là, ça va. Bon, ça va. Elle va pas... Iris, descends ma puce, descends. Iris, allez. Monte pas tes fesses à la radio, là. Iris, descends ma puce. Allez, descends. Allez. Hop, voilà. Donc c'était l'intermède de notre petite Iris qui est venue dire bonjour aux spectateurs. Pour revenir à la dette, et là c'est vraiment quelque chose de très très sérieux, on va pas se relever de ça, ça va être dramatique. Ça va être dramatique. La rentrée sociale de septembre-octobre, mais ça va être absolument terrible. Il faudrait compter à peu près un an pour que la société retrouve son rythme. Voilà, à peu près. Vous vous rendez compte que vous avez quasiment, je sais plus, le dernier chiffre, je crois que j'avais, c'était 15 millions de chômeurs aux États-Unis. Hein, parce que là-bas, je l'ai déjà dit, hein, vous êtes viré en 1 heure. D'ailleurs, j'invite
J'invite vos spectateurs à regarder un film qui s'appelle Margin Call, hein, appel de marge. Très important. D'abord parce que ça concerne ce qui s'est passé à la JP Morgan avec Blight Masters et compagnie. Hein, vous verrez que le PDG de la banque, il a les cheveux argentés. Hein, voilà. Parce que Jamie Dimon, le PDG de la JP Morgan, a les cheveux argentés. Donc, vous comprendrez. La dette est irrécupérable. Et pourquoi je vous parle de Margin Call du film? Parce que ce que vous voyez dans le film se passe en ce moment même, tous les jours, à toutes les minutes, à New York, à Wall Street, à San Francisco. C'est une catastrophe ambulante. Et je peux vous garantir que les 16 millions de gens qui sont chômeurs ne retrouveront pas de travail. Ils n'ont pas le même système de protection que nous. Et je vous assure que cette affaire n'est sans doute pas terminée. Vous savez, soit vous avez deux... là, on est en face à soit les Américains retrouvent, avec tout l'argent, l'endettement, de toute façon, va leur pourrir la vie, hein, parce que toute dette, si vous voulez, vous la portez sur vos épaules. Hein, c'est aussi bête que ça. Donc, soit les Américains obéissent et rentrent dans leur rang et reprennent leur boulot tranquille, ça va se passer en 6 mois, 8 mois, soit, autre chemin, révolte globale. Voilà. Parce qu'ils vont crever la dalle, tout simplement. Et donc, si cette deuxième option se passe, je peux vous dire qu'en Europe, ça va être un effet aussi grave que le confinement, le premier niveau de confinement. C'est pas fini cette histoire, vous savez. C'est pas fini. Les conséquences économiques sont gravissimes. Gravissime. La portée, c'est du jamais vu dans l'histoire. Vous savez, je vous ai déjà dit, vous savez, notre précédente interview qui a fait quasiment... On a dépassé le demi-million, hein. Bravo. Hein. Merci à vous, d'ailleurs, au passage, et merci à tous nos spectateurs. Ce qui va se passer là, si vous voulez, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que pour la première fois dans l'histoire, on a les taux négatifs. J'en ai parlé maintes fois avec vous. Mais là, on a une nouvelle première fois dans l'histoire avec un grand H. C'est le monde, l'économie entière du monde s'arrête. Du jamais vu. Et je pense que ces deux premières ne sont pas innocents, sont liées. Et tous nos spectateurs qui nous suivent qui nous suivent aussi bien sur quotidien.com, sur la revue de presse, que sur nos entretiens vidéo, le savent très bien. La dette est colossale. D'ailleurs, vous avez vu, il y a une émission là, avec Madame van der Linden, quand on lui a demandé, mais la dette, machin, etc., oula, là, elle s'est défilée. C'est-à-dire qu'on va se taper une dette supplémentaire de toute l'Europe sur notre dos. C'est-à-dire que, bien entendu, notre niveau de vie va baisser. Et c'est la raison pour laquelle ils commencent déjà à vous parler du revenu universel. Hein, c'est pas innocent. Hein. C'est pas innocent, parce que le revenu universel à tout le monde, et ils ont commencé en Espagne là, le revenu à tout le monde, là du coup vous achetez la paix sociale. C'est exactement ce qu'a commencé à faire le gouvernement Rocard en donnant le RMI, un minimum social, dans les banlieues pour qu'ils aient la paix. Donc là, si vous voulez, l'idée de Rocard est portée au niveau mondial. Hein, enfin, du moins aux États-Unis, le revenu universel, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, vous allez toucher vos $1 200 ou je ne sais pas combien. Donc expliquez après à vos enfants, tu sais, il faut que tu travailles à l'école pour obtenir un environnement professionnel digne de ce nom. Les enfants vont leur dire, mais on s'en fout, de toute façon on va être payé même si on n'apprend rien. Voilà, génial. Là, il y a un changement. Je peux vous assurer que tous ceux, Nicolas Sarkozy, Macron, qui en a parlé ouvertement, comme Sarkozy d'ailleurs, Gordon Brown, le Premier ministre, vous savez, l'ancien Premier ministre. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire part de deux infos. Regardez bien. Gordon Brown, ancien Premier ministre anglais, a profité justement de la crise du virus pour demander la mise en place immédiate d'un gouvernement mondial temporaire. J'aime bien le côté temporaire. Vous voyez, on met en place un gouvernement temporaire, donc les autres gouvernements n'auront plus du tout leur mot à dire pendant, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, le temps de se débarrasser du virus. Mais ils nous prennent vraiment pour des crétins, quoi. Mais il se trouve que Gordon Brown
est celui qui a vendu l'or des Anglais en même temps que Sarkozy vendait l'or des Français. C'est intéressant. Et Sarkozy, vous avez cette fameuse vidéo où il dit « Personne, rien ni personne ne pourra nous empêcher d'installer le nouvel ordre mondial ». Le nouvel ordre mondial étant l'ordre des Américains, hein, tout simplement, hein, c'est pas personne d'autre. Avec capitale, comme le demande Jacques Attali, à Jérusalem. Voilà. Et vous avez vu que Donald Trump a déplacé son ambassade, l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem l'année dernière. Donc ça vous montre bien qu'on avance les trucs de plusieurs crans. Voilà. Donc là-dessus, vous avez Bill Gates qui parle aussi du gouvernement mondial. Et il vous faut une identification mondiale pour tous les habitants et un vaccin global, hein, vaccin pour tout le monde. C'est juste s'il ne dit pas, il faut mettre une puce, hein, exactement comme dans l'Apocalypse de Jean, mais il n'est pas loin. Et là-dessus, je vous donne dans le mille, qui arrive dans le tas, Blight Masters, qui a trouvé un nouveau poste dans une start-up qui s'occupe d'identification digitale, donc celle dont je viens vous parler, via les blockchains. Donc c'est son nouveau poste. Et qui également, si vous voulez, entre dans les vaccinations. Si vous voulez vous contrôler si quelqu'un a été vacciné ou pas. Donc là, vous avez un tableau, c'est génial, quoi. Vous avez les tenants, si vous voulez, du nouvel ordre mondial, Sarkozy, etc. Enfin bon, Jacques Attali. Et puis d'un coup, vous avez Bill Gates, l'Organisation mondiale de la santé, l'ancien patron de l'OMS. Vous parlez également d'un ordre mondial, nouvel ordre mondial, machin, etc. Moi, j'ai jamais été trop accro à ça, mais force est de constater dans mon travail de journaliste face à toutes les informations financières que ceux dont je n'aurais jamais imaginé qu'ils parleraient d'ordre mondial, parce que moi je les traitais du côté financier, d'un seul coup, vous savez, comme un bouchon de champagne, ouais, d'un seul coup, bling, ils n'ont pas résisté à l'envie de parler, de dire ouais, super, c'est le moment ou jamais, on va installer un nouvel ordre mondial, il n'y aura plus de gouvernement nulle part et tout va être à Tel Aviv. Génial. Voilà. Bon, écoutez, hein, ils veulent nous transformer en esclaves. Hein, c'est tout à fait incroyable. Et je dois avouer que le virus, là, ça tombe à pic. C'est merveilleux, c'est génial, c'est formidable. C'est un virus d'une intelligence remarquable qui connaît tous les tenants aboutissants des banques, leur bilan, et qui a trouvé le moyen de se révéler juste au moment où, rappelez-vous, attends, j'ai chroniqué ça sur la revue de presse dès la fin septembre en disant que la Fed imprime des centaines de milliards tous les matins et tous les après-midi pour sauver les banques parce qu'elles sont en train de mourir, hein, dans ce qu'on appelle les opérations de reposition, machin, etc. Hein, elles sont obligées de mettre en hypothèque leur belle-mère et la salle de bain pour survivre. Hein, donc elles mettent ça en hypothèque et puis la Fed leur donne de l'argent qu'elles réinjectent dans leur compte. Voilà. Et ça a commencé d'ailleurs avec la JP Morgan, hein, je vous signale. Voilà. Donc tout ceci n'est pas un hasard, hein, je vous signale, et que ce virus tourne depuis à ce moment-là, octobre, novembre. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant. Voilà, je dis qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a pas de coïncidence dans ce genre de domaine. Ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas possible que Agnès Buzyn a été dégagée de son poste de ministre de la Santé et ils savaient très bien, ils l'ont mise candidate à la mairie de Paris pour qu'elle ferme sa gueule. Ouais, ce que je veux dire, alors qu'il était hors de question une semaine avant. C'est ce qu'elle déclarait à la presse. Ça pue tout ça, je vous assure, ça pue. Et vraiment, je supplie tous nos spectateurs qui ont des compétences de faire des recherches en anglais, parce que là, si vous n'êtes pas bilingue anglais, c'est même pas la peine, quoi. Tout se passe en anglais. De faire des recherches, parce que moi, je reste dans mon domaine financier, mais là, je dois avouer que tout commence à recouper, à venir également dans mon domaine. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à faire la revue de presse depuis à peu près maintenant un mois, parce que ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Avant, j'avais toujours un fil conducteur, on va dire, vous savez, bien solide, sur lequel je pouvais tous rattacher. Là, maintenant, j'en ai 3. Hein, j'ai 3 fils conducteurs et je suis obligé de faire les croisements.
Et quand je fais tous ces croisements, qu'est-ce que j'obtiens? Jacques Attali, sa pandémie dont il nous parlait déjà depuis des années. Tous ces mecs-là font semblant, oui, c'était mon intuition, etc. Mais en espèce d'enfoiré, c'est pas une intuition que tu as eu, tu es au courant du problème. D'ailleurs, moi, je vous enjoins à lire un livre de Jacques Attali, justement, que j'ai lu il y a 20 ans. Où il décrit en fait une crise économique absolument mondiale où tout se divise, si vous voulez, entre des extrêmes pauvres et puis des très riches ou très très riches. Voilà. Alors je me souviens plus, mais il faut regarder dans tous les livres. C'est des romans, c'est pas des documents. Hein, donc vous allez le trouver, c'est disponible en poche, je crois. Mais tout ce qui se passe là, il l'a déjà décrit dans un livre. Donc je n'y crois pas. Il y a quelque chose, il y a un plan qui est organisé. Moi, je suis pas dans des espèces de conspiration, ça m'a toujours saoulé. Mais là, je dois reconnaître que c'est là, là, il y a un boulevard, quoi. C'est même pas un boulevard, c'est une piste de saut à ski, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est allons-y gaiement, quoi. C'est extraordinaire. Ils sont en train de mettre en place quelque chose et c'est grâce au fait que le gouvernement français ne veut pas qu'on ait des masques que j'ai véritablement eu la certitude qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. D'ailleurs, je le vois dans ma revue de presse. Hein, je vous invite, les spectateurs qui ne connaissent pas, allez sur quotidien.com, vous avez une revue de presse et vous n'avez pas besoin de faire 150 clics. Hein, vous lisez tout. Tout est sur une page, vous descendez tranquillement, vous lisez autant que vous voulez. Hein, ce sont des infos, voilà. Et c'est organisé de manière à ce que vous n'ayez pas de clics à faire. Voilà. Merci Pierre, vous pouvez retrouver l'ensemble des informations dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et un pouce vers le haut pour le référencement de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt.